Bonjour, merci d'être ici. Voilà un sujet bien délicat, se jouer de la nature. On va pas forcément parler que de la nature, si ce n'est que quand on parle nature, on parle forcément vivant. Et ça me sera intéressant d'aborder cette question de la nature qu'on aborde depuis le début de ce salon, cette question du vivant, de la définition du vivant, de la création de la vie. On croit finalement que c'est très simple, hein, il y a la vie, il y a le non-vivant. Ben vous verrez que c'est pas si simple que ça, grâce au travail de Thomas Hems, qui justement, avec son dernier ouvrage, Infravie, nous explique qu'il y a quelque chose entre les deux. Il y a pas la vie et la mort, ce n'est pas si binaire que ça, la façon de voir les choses. En tout cas, c'est le postulat de départ. Et qu'on a finalement des difficultés peut-être à définir le vivant, et beaucoup de scientifiques essayent de le définir depuis longtemps, mais on voit qu'il y a des définitions complètement différentes. Alors les scientifiques, mais pas seulement, parce que finalement tout le monde essaye de donner une définition de ce qu'est le vivant. Et on verra avec vous, Thomas, les raisons de votre travail, de vos questionnements. Vous êtes vous-même biologiste, mais aussi romancier. Vous avez sévi une fois en tant qu'écrivain romancier. On verra d'ailleurs que l'imaginaire, que l'imagination, que le roman peut aussi aborder des questions scientifiques et peut-être aider les biologistes aussi dans leur questionnement. Alors bien évidemment, quand on parle de vivant et de création du vivant, on parle aussi des questions qui nous intéressent aujourd'hui, hein, avec les inquiétudes, hein, le clonage, etc. Tout ce qui peut se faire dans les laboratoires, parfois en cachette ou pas, ça fait partie des mystères qu'on se fait. Et comment tout ça peut déborder. Vous questionnez le vivant, mais les frontières finalement. Ce qui vous intéresse, vous, c'est de pousser peut-être un peu les frontières, de les abolir peut-être aussi, pour voir le monde et la nature de façon un peu différente. Et à travers ça, c'est la question de la qualité de la vie, ou de la quantité de la vie, ou peut-être même d'intensité, parce que c'est ce que vous nous dites aussi. Finalement, le plus important, est-ce que c'est la qualité, la quantité, ou l'intensité dans la vie? On verra tout ça avec vous. Emmanuelle Pirer, vous êtes romancière, poète, mais vous faites aussi du travail vidéo, des performances aussi, et à travers vos romans, vous questionnez finalement, alors peut-être pas la vie comme le fait Thomas Hems, mais vous questionnez la société dans laquelle on vit, et peut-être un peu la folie dans laquelle on peut être aujourd'hui. Avec votre dernier ouvrage, Chimère, vous questionnez aussi finalement la biologie, parce que le postulat de départ, c'est une romancière que le journal Libération va contacter un jour de plein été, alors qu'elle est sur la plage en train de bronzer, envie de se reposer. Libération lui propose, comme ils le font très souvent auprès des écrivains, c'est une carte blanche, un nombre de signes et le sujet libre. Et alors que c'est la poésie qui intéresse l'écrivain, elle va choisir de travailler sur les OGM, d'écrire sur les OGM, sujet complètement inconnu au départ. C'est le début de votre livre, et voilà cette romancière qui va devenir un peu enquêtrice, un peu journaliste, et qui va essayer de savoir ce que sont les OGM. Et elle va rencontrer sur son chemin une biologiste qui travaille dans son laboratoire, un peu en cachette, sur des embryons, et qui va peut-être aller un peu plus loin que ce que la loi lui permet de faire, et créer une fameuse chimère, chien humain, que vous allez nous balancer dans la société comme ça, et qui va faire un peu de bazar dans la vie. En chemin, elle va rencontrer un panel de Français qui travaillent à la demande de l'Europe sur les questions du futur, et alors qu'elle croit que ce panel de Français doit travailler sur les OGM, au final, elle se rend compte qu'il travaille sur le temps libre. Beaucoup de choses dans ce livre, mais finalement qui questionne peut-être aussi la question de frontières et de normes.
aussi, parce que ce qui ressort, c'est qu'est-ce qui est la norme et qu'est-ce qui ne l'est pas dans votre livre. Et c'est peut-être ce que vous questionnez tous les deux, finalement, à partir de la nature, du vivant et de la vie. C'est qu'est-ce qu'on fait avec les normes, est-ce qu'il y en a, et qu'est-ce qu'on fait quand certains transgressent les normes de notre société. Peut-être commencer par vous, Emmanuelle Pirer. Qu'est-ce qui fait que la romancière que vous êtes, qui travaille depuis longtemps sur les questions de société, décide d'aborder la question des OGM, sujet bien délicat? Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que j'ai été contactée par Libération pour écrire une tribune, enfin un article pour un numéro qui s'appelle Le Libé des écrivains. Et juste à ce moment-là, il y avait une actualité qui était la demande d'autorisation par la firme Pionnier pour un maïs transgénique. Et je me suis rendu compte que je savais pas comment est-ce qu'on donnait ces autorisations. Je savais même pas qu'on donnait des autorisations. En fait, je savais pas qu'on mangeait des OGM. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai questionné un peu les gens autour de moi qui m'ont tous dit qu'ils ignoraient aussi comment ça se décidait. Et je me suis dit quand même c'est pas possible. Il faudrait peut-être qu'on soit un peu plus au courant que ça en tant que citoyen en fait de ce qu'on mange, de comment ça se passe. Et donc j'ai mené l'enquête sur ce sujet. Et donc j'ai écrit cet article. Et ce faisant, je suis tombée sur un autre article qui parlait d'un changement de loi au Royaume-Uni particulièrement, qui commençait à autoriser depuis 2008 la fabrication de chimères, d'embryons chimériques homme-animal, en fait. Alors ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Et je me suis dit, là, quand même, il se passe quelque chose. Donc, c'était assez cadré a priori, c'est-à-dire que normalement, on doit éliminer ces petits embryons au bout de 14 jours. Mais bien sûr, je me suis dit certainement que dans un de ces laboratoires, quelqu'un doit être assez excité par l'idée de mener à terme la croissance, de faire naître de l'inséminer, de le faire naître et puis de voir ce que ça donne. Donc, j'ai imaginé que cette biologiste existait. Voilà. Alors effectivement, c'est le début du roman, cette biologiste existe, elle va dépasser ses 14 jours en cachette, alors elle fait des essais jusqu'à ce que ça aboutisse. Début de roman, et est-ce que finalement, en travaillant sur ça, vous vous dites, vous y mettez dans ce livre toutes vos inquiétudes, Emmanuelle Pirer? Parce que moi je vous l'ai dit en lisant, finalement vous mettez dans le livre, moi je lis tout ce qu'à un moment donné on se dit mais si ça arrivait. Est-ce que c'est ce postulat? Oui, bien sûr. Toutes les choses sur lesquelles j'écris, c'est les choses qui me préoccupent vraiment. Et là, ça me préoccupait aussi. Si je me suis mise à écrire sur ce sujet, c'est que les enfants de mon entourage lisaient à ce moment-là, petits, à plusieurs âges différents, ma fille, des neveux, etc. Ils adoraient lire des livres d'horreur. Et je me disais quand même, c'est bizarre. Pour qu'un enfant comme ça veuille pas lâcher son livre, c'est que ça résonne quelque part. Enfin, je trouve que c'est une expérience de lecture importante quand on a un livre qu'on veut pas lâcher, qu'on veut continuer à lire toute la nuit, quitte à être en retard au travail, etc. Je trouve que c'est une expérience moi j'aime bien la littérature expérimentale, mais j'aime bien aussi des expériences de lecture hyper fortes. Donc je me disais, des enfants comme ça qui pourraient être en train de jouer à la console et qui veulent lire un livre d'horreur, c'est que ça résonne quelque part fortement en eux. Parmi ces livres d'horreur, justement, il y avait des livres dans lesquels il y avait des chimères, comme ça, des organismes hybrides. Et donc, je me suis dit, c'est important ce moment de notre histoire humaine, puisque ce qui est dans ces livres d'horreur, c'est en train de pouvoir se passer dans des laboratoires, en fait. Alors que ça existait déjà, des chimères, depuis bien longtemps, dans l'imaginaire humain. Et tout d'un coup, si c'est possible, c'est quand même un changement, et peut-être c'est ça qui résonne si fortement pour les enfants quand ils lisent ça. Encore plus fortement que votre narratrice, qui vous ressemble, a tout misé depuis toujours sur le savoir, sur la raison, sur la science. Elle a rejeté un peu les traditions de l'endroit où elle est née. Et en misant tout là-dessus, sur le rationnel, elle est confrontée à quelque chose d'entre deux. Finalement, on tombe presque dans l'irrationnel qui est lié à la science.
Ça, c'est vraiment le trouble dans ma famille. Enfin, moi, je suis auvergnate. Donc j'ai toujours qu'avec moi, c'est rationnel, rationnel, rationnel. Comme je suis auvergnate, voilà, il y a toujours chez moi des druides et toutes sortes de gens étranges. Et dans ma famille, on a beaucoup de débats sur les guérisons, les guérisseurs et tous les rebouteux qui existent, chez qui on emmène les enfants, les personnes. Enfin, moi, j'ai toujours été absolument contre. Mes parents ont plutôt fait des sciences et j'ai été plutôt élevée dans une ambiance scientifique. Et quand ma mère, qui était prof de sciences physiques, emmène ma fille, par exemple, se faire guérir chez quelqu'un qui lui fait des petits signes de croix comme ça, mais je me dis, mais comment est-ce possible? Et donc, moi, j'ai plutôt pris le parti de me dire que la rationalité, c'était ça. C'est plutôt ce que mes parents m'ont appris, malgré que de temps en temps, ils faillissent, ils se retrouvent quand même chez les guérisseurs. Mais c'était un truc super important pour moi, que la rationalité pouvait nous aider. Et quelquefois dans ma vie, j'ai pris, en ayant beaucoup réfléchi, des décisions très mauvaises. Alors ça, déjà, ça m'a troublée. Et l'autre trouble plus important qui est là chez tout le monde, c'est comment un monde qui est le nôtre, qui est fondé sur la science, peut-être que Thomas Hims pourra nous aider sur ce sujet-là, comment on s'est, depuis les philosophes des Lumières, on s'est engagé dans la pensée philosophique, mais aussi dans la pensée scientifique de manière simultanée et combinée. Comment est-ce que ce monde est maintenant dans un état catastrophique, en fait? Ça, c'est quand même le trouble, pour moi, fondamental, quoi. Et voilà, à force de techniques qui appliquent des lois scientifiques. Mais je crois que ton livre répond à ça par l'idée de fragilité, en fait, du vivant. On viendra sur ça. Il y a aussi, et là, sur la notion de frontière, la fameuse biologiste qui va transgresser les lois et qui va créer une chimère, explique à la narratrice que, de toute façon, même dans la nature, la frontière entre les espèces n'est pas si franche comme on l'imagine. Finalement, la frontière entre les espèces, c'est peut-être une invention de l'homme. Et oui, c'est ça. Explique. Oui, oui. Et c'est cette transgression-là, et c'est ce regard sur la nature qu'on voit différemment. Enfin, oui, c'est ça. Elle me donne tout un tas de raisons pour lesquelles elle a le droit tout à fait de fabriquer des chimères, parce que c'est bon pour la recherche médicale. Vous savez, en ce moment, par exemple, on essaie de fabriquer des espèces d'organismes chimères qui sont des porcs dans lesquels on fait pousser des reins humains. C'est une des applications. Donc ma chimère à moi, c'est un peu une chimère de carnaval, quoi. C'est un homme chien. Bon, il est bizarrement fabriqué, et puis il vit avec une dame en banlieue parisienne. Bon. Mais donc il a un côté un peu comique, bien qu'il soit un peu inquiétant quand même. Mais il y a des tas d'organismes qui commencent à exister, qui sont des chimères. Ça se voit pas vraiment en fait. Par exemple, c'est un porc qui ressemble à un porc, sauf qu'à l'intérieur, il pousse des organes humains. Et donc ça, par exemple, évidemment, c'est pour pouvoir greffer des reins à des gens qui sinon devraient attendre des années avant qu'il y ait une greffe disponible. Donc il y a toujours de bonnes raisons. Donc elle me donne tout un tas de raisons pour lesquelles c'est très très bien de faire des chimères homme-animal. Elle me dit c'est très sûr en plus comme méthode, on met des gants, donne tout un tas de raisons que je trouve un peu exagérées. Et elle me dit entre autres, mais de toute façon ces frontières, ça n'existe pas vraiment. Alors justement, la notion de frontière, Thomas Hims, avec cette Tatiana qui explique que finalement elle peut facilement faire ses embryons et transgresser parce que la nature, les frontières sont pas si délimitées que ça. C'est votre postulat de départ finalement, c'est pousser ces frontières et c'est expliquer qu'on peut regarder les choses différemment. Est-ce que ça pourrait exister? Est-ce que ça existe? Tatiana, qui dans son laboratoire fait un travail un peu clandestin. Alors, bonsoir, pardon. Sur l'aspect clandestin, je sais pas par définition, mais sur l'aspect technique, oui, c'est très largement possible. Je peux juste, sans faire de cours de bio, je vous rassure, expliquer pourquoi dans les grandes lignes, en fait, ça résonne avec le propos du livre. C'est de dire que on s'est beaucoup approprié le vivant, nous les biologistes, avant nous les naturalistes, avant les philosophes, et toujours les philosophes encore aujourd'hui, mais on s'est beaucoup approprié le vivant, le regardant avec les lunettes de l'ordre. On a voulu imaginer qu'il y avait un ordre biologique, de la même manière qu'on a voulu organiser la nature, dans notre compréhension de la nature, de manière avec des classifications. On a fait la même chose avec les vivants. Et en particulier, on a
organiser une classification de la nature en espèces. Ça remonte au siècle des Lumières, la manière la plus rationnelle de penser ces espèces. Et Darwin a beaucoup travaillé là-dessus, évidemment, dans son livre L'origine des espèces. Mais il faut toujours avoir à l'esprit quand on fait de la science, en particulier quand on étudie la science du vivant, que toutes les catégories qu'on peut faire sont des approximations utiles, mais des approximations. Et que le propre du vivant, c'est une partie de la thèse que je défends dans le livre, est de se jouer d'à peu près toutes les catégories, jusqu'à la catégorie la plus essentielle, qui est cette distinction entre le vivant et le non-vivant. Alors donc, comme une partie du livre, c'est vraiment de questionner cette distinction-là, de voir qu'il y a des structures qui jouent un peu à saute-mouton autour de cette barrière. Évidemment, celle entre les espèces, elle est fragile. D'abord parce que quand on prend des exemples comme chien et homme, on voit deux espèces animales. Pour le coup, les définitions classiques de l'espèce, comme groupe d'animaux qui sont interféconds entre eux, ça marche à peu près bien. Mais si vous prenez les plantes, c'est très différent. Si vous prenez les bactéries, elles s'échangent du matériel génétique en permanence. Et en fait, tout vivant est une chimère, si je peux, fondamentalement. Puisque tout vivant a pris à un moment ou à un autre dans l'histoire de sa lignée des gènes d'autres structures vivantes. Rien n'est figé. Voilà, rien n'est figé. Le vivant, c'est ce qui se transforme. Si on devait presque donner une définition minimale du vivant, le vivant, c'est de la transformation. C'est une certaine forme de transformation, mais c'est de la transformation. Du coup, les OGM qui nous effraient ou qui nous intéressent ou qui peuvent nous être utiles aussi dans certaines mesures, ou les projets de thérapie génique qui consistent à nous soigner en modifiant nos gènes, par exemple, et on est content. Enfin, il y a peu de succès en thérapie génique, mais il y en a quelques-uns. Quand il y en a, on est très content que ça marche. Ça nous rappelle en permanence que chaque vivant n'existe que parce qu'il est transformé par d'autres vivants. Et donc, du coup, l'idée qu'on ne devrait pas modifier le vivant, ou qu'on devrait se l'interdire absolument, elle est paradoxale, parce que si on ne le fait pas nous-mêmes, le vivant se transforme en permanence, ce qui évidemment pose énormément de questions. Or, ce que vous dites peut profiter à plein de scientifiques ou biologistes qui ont envie de transformer et de faire des choses en laboratoire. Non, mais alors je joue pas le rôle de l'apprenti sorcier là, ni cet après-midi, ni jamais d'ailleurs, parce que comment dire alors, il peut toujours y avoir. Il y a des scientifiques qui ont des égos démesurés, comme dans tous les groupes sociaux, et notamment ceux, par exemple, dans ma discipline, ceux qui essaient de fabriquer de la vie en laboratoire. Alors, c'est pas des chimères qu'ils essaient de faire, ils essaient de partir de pure matière, purement chimique, et puis d'essayer de créer une cellule qui serait capable de se diviser, et d'être suffisamment autonome pour que tout le monde la considère comme vivante. Donc, oui, il y a ça, il y a cette perspective-là, qui à mon avis pose plein de problèmes, parce pas vraiment parce qu'elle est transgressive, même si c'est une vraie question. Enfin, si anthropologiquement on sent tous qu'il y a quelque chose d'un peu étrange à l'idée de faire cette transgression, c'est peut-être qu'il faut qu'on s'interroge sur l'utilité de le faire, mais aussi parce que je pense qu'elle part d'un présupposé de base qui est très étrange finalement, c'est qu'il y a vraiment une frontière très nette entre le non-vivant et le vivant. Et vouloir être le premier à transgresser une frontière, ça veut quand même dire partir de l'idée que cette frontière existe. Et une frontière que vous appelez aussi zone grise, c'est-à-dire qu'il y a le vivant, le non-vivant, et entre les deux, cette fameuse zone grise. Et c'est cette zone grise qui vous intéresse. Exactement, en fait, c'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est Le vivant sans frontières, parce que, en fait, il se trouve que c'est pas qu'une vue de l'esprit de travailler sur cette zone grise, c'est qu'elle est documentée dans la nature, dans les laboratoires et dans l'imagination des scientifiques. Et il existe toute une série de structures vivantes, notamment de bactéries, qui posent énormément de questions à des biologistes, parce qu'on n'est absolument pas capable, en tant que biologiste, de définir si elles sont vivantes ou pas. Par exemple, il y a des bactéries qui vivent à l'intérieur de certaines de nos cellules. Alors, c'est déjà un peu compliqué, elles ont un biotope assez particulier, elles vivent pas dans un sol ou sur une plante ou sur de la peau, elles vivent à l'intérieur de certaines cellules. Donc elles sont très particulières et on est absolument incapable de savoir si on les sortait de ces cellules, si elles pourraient continuer à vivre. Mais par ailleurs, les cellules qui les abritent sont aussi en grande dépendance. Donc
ni l'une ni l'autre ne sont vraiment autonomes, et du coup, on est incapable de trancher pour savoir qui est vivant là-dedans. On voit bien que l'ensemble a l'air à peu près vivant, mais les individus pris un par un ne le sont pas. Et il y a plein d'exemples comme ça qui montrent que à chaque fois qu'on trace une frontière, ça peut être celle de l'autonomie, ça peut être d'un programme génétique, ça peut être celle de la compartimentation des cellules. À chaque fois qu'on décide que ça, c'est le marqueur de la vie par opposition à tout le reste, on va toujours trouver dans le vivant quelque chose qui taquine ça, quelque chose d'espiègle, en fait, qui nous montre que finalement, on s'était bien avancé en pensant avoir trouvé le seuil pertinent. Alors si on transpose votre réflexion, parce que c'est aussi un ouvrage plutôt philosophique, hein, cet ouvrage sur les infravies, si on transpose votre réflexion sur le vivant de la vision du biologiste à notre vie d'aujourd'hui, qui ne sommes pas biologistes, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça dit de nous? Cette question de pousser les frontières, d'arrêter de catégoriser, hein, c'est ça que j'entends aussi, de voir du vivant peut-être différemment et à d'autres endroits. Qu'est-ce que ça dit de notre vie d'aujourd'hui On pourrait dire que ça ouvre plein de questions en cascade. En cascade, ça déclenche plein de questions qui peuvent intéresser directement la société. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se battent dans des grands groupes privés pour breveter des gènes ou breveter des groupes de gènes. Et avec le paradoxe suivant qui est qu'ils vont revendiquer avec vraiment une grande véhémence d'être les propriétaires de ces ensembles de gènes si jamais on s'aperçoit que quelqu'un d'autre les utilise pour en tirer un profit particulier, mais ils vont jamais vraiment les revendiquer si d'un seul coup ces groupes de gènes se mettent à faire des choses inattendues. D'un seul coup là, ils vont plus du tout revendiquer les conséquences négatives. Et donc quand on constate qu'il y a des frontières qui sont floues, en fait, on va complètement désarmer la légitimité, par exemple, de breveter le vivant, de le saucissonner ou de le vendre par appartement, parce que ça n'a aucun sens. En fait, comme les gènes qu'on va breveter, ils ont un sens dans une bactérie donnée ou dans une plante donnée, mais ils vont avoir une action qui est complètement différente dans un autre organisme. Les breveter en tant que tels n'a aucun sens. Et du coup, quand on appuie sur cet aspect-là de la vie, qui est sa créativité, sa fragilité, son inventivité, plutôt que sur cet ordre bien prévisible avec lequel on décrit souvent la manière dont les cellules fonctionnent, on a une vision qui est complètement différente de la vie. On a une vision qui est plus ouverte sur, comme je disais à l'instant, sur sa capacité de nous surprendre, et pas sur la capacité de reproduire en permanence ce qu'on attend d'elle. Et du coup, ça fait du vivant autre chose, ça fait autre chose qu'une forme particulière d'ordre, ça fait autre chose du vivant que des petites machines bien prévisibles. On a souvent on a hérité de Descartes cette vision du vivant-machine qui habite vraiment notre société pour le pire et pour le meilleur. Et en fait, on peut de manière extrêmement rationnelle, extrêmement documentée, contester très largement cette métaphore du vivant-machine. C'est ça que je voulais que vous arriviez à cette question du vivant-machine, de l'homme-machine, finalement l'homme parfait, c'est ça, l'homme avec des connaissances et je trouve pas les mots mais c'est pas grave mais ce fameux homme parfait. Et du coup ça nous remet en cause nous en tant que dominants finalement, parce que c'est aussi à travers votre livre la question de la domination de l'homme sur la nature, qui finalement en se positionnant au-dessus de la nature on fait bien ce qu'il veut. Ça c'est vraiment un choix philosophique que les hommes ont fait, parce que les hommes sont dans la nature. Enfin je veux dire moi, je pense par exemple, à titre personnel, je pense qu'il n'y a pas de surnature. Donc, je pense que tout ce qu'on fait est naturel. Même les choses qui nous paraissent le plus artificielles, à la fin des fins, sont produits par la nature. Et c'est évident que quand l'homme décide qu'il est au-dessus de la nature, qu'il décide de la dominer, il oublie complètement quelque chose de fondamental, c'est qu'il est dépendant d'elle. C'est-à-dire, quand l'homme insiste beaucoup sur l'autonomie des vivants, sur sa capacité à s'autonomiser du reste de la nature, il oublie qu'il est dépendant de la nature pour se nourrir, pour se reproduire, pour évoluer, et que il se pense comme une entité qui est finie, qui est au sens qu'elle est terminée, qu'elle est achevée, qui aurait à ce moment-là le projet de démarrer un
un changement de la nature. Mais pourtant, l'homme n'est évidemment pas achevé. Il est comme toutes les autres espèces, une espèce en cours d'évolution, soumise aux aléas de son environnement. L'homme ne sera plus le même dans un grand nombre de générations s'il est encore là, ce qui est pas sûr au train où vont les choses. Mais l'homme n'est pas du tout abstrait de la nature et c'est pas du tout pour tenir un discours sur la nature va se venger ou la nature. C'est pas ce discours-là que je tiens, mais c'est pour se rappeler que quand on insiste trop sur la métaphore du vivant-machine, on oublie par exemple des réalités de transformation réciproque qui ont été redécouvertes par exemple avec la science qu'est l'écologie, qui nous explique bien que chaque vivant a un impact sur les autres vivants, et qui pour le coup était, alors peut-être dans des termes un petit peu ésotériques pour nous, présents dans des discours de très nombreuses cultures, qui nous disent, voilà, il y a l'âme d'un homme qui se transforme en âme de jaguar, en âme de caillou. Ça nous paraît un peu poétique, un peu ésotérique. Et pourtant, c'est une rationalité qui a du sens, parce que ça nous dit que tous les espèces sont en communication, en dépendance les unes par rapport aux autres. Nous, on a redécouvert très tard ça, on a mis des équations là-dessus en parlant d'écologie scientifique, mais cette notion d'interdépendance, elle est présente depuis très longtemps dans beaucoup de sociétés qui sont très sensibles aux ruptures d'équilibre de la nature parce qu'elles sont très dépendantes des aléas naturels. Nous, on a un peu l'impression, parce qu'on vit dans du dur ou dans du solide, qu'on s'est extrait de la nature, mais on n'est pas si loin d'elle quand même. Elle pousse sous le béton, quoi. Il suffit qu'on n'entretienne pas un petit peu, et puis elle se rappelle à nous. Donc voilà. Emmanuel Pirer, quand vous avez préparé votre livre Chimère, vous êtes allé rencontrer Thomas Hims, justement, pour lui poser quelques questions sur la biologie de synthèse. Est-ce que vous aviez besoin de rencontrer des biologistes scientifiques pour nourrir votre livre, et pour quelles raisons ? Oui, on s'était déjà rencontrés une première fois avant aujourd'hui. Bon, pour moi, l'écriture, c'est un processus un peu long. Je me sens un peu seule, donc c'est bien quand j'ai pu rencontrer de vraies personnes qui me parlent. Et bon, il se trouvait que j'étais en résidence, comme ça arrive, hein, quand on est auteur. C'est un mode de vie et de survie aussi, d'être en résidence dans différents endroits. Et donc j'étais à Saint-Quentin-en-Yvelines, l'endroit où se passe mon livre. Et donc je faisais comme du repérage, en fait, comment on fait quand on fait des films. Et justement, d'ailleurs, j'ai fait des films à ce moment-là qui m'ont permis de rendre plus concret aussi les questions qui se passaient dans mon livre et même les personnages. En fait, j'ai filmé un peu. C'est une manière un peu bizarre, hein, certainement. Vous devez trouver ça étrange. Mais dans mon travail d'écriture, je suis passée par un moment où j'ai filmé des choses. Bon, bref, c'était ma méthode. Et des choses en fiction et des choses en documentaire. Voilà mon objet de documentaire, c'était Thomas. Et entre autres, enfin, je suis allée voir plusieurs spécialistes en fait des sujets qui m'intéressaient. Et entre autres, parce que j'étais dans les Yvelines, il y a l'INRA de Jouy-en-Josas aussi, où j'ai rencontré un scientifique qui s'appelait Olivier Sandra, qui m'a conseillé sur la manière de fabriquer mon homme-chien. Je lui ai vraiment demandé ça. Je lui ai dit, alors comment je fais ? Comment je le décris ? À quoi il va ressembler ? Quelles vont être les méthodes pour le fabriquer, etc. Je lui ai posé ce genre de questions. Et il m'a répondu très gentiment. Voilà. Et j'ai donc aussi interviewé Thomas sur la biologie de synthèse, qui était une chose dont tu en as parlé, mais qui me paraissait faire émerger le vivant du non-vivant, très bizarre. Et d'autant que j'avais vu c'est ça aussi que j'ai utilisé dans mon livre, qu'il était question dans un colloque. Alors je ne sais plus si tu y avais participé ou pas, mais un colloque s'appelait biologie de synthèse, biologie de garage. Tu avais participé à ça ou pas? Ou tu étais proche? Oui, vas-y si tu veux. Non mais oui, alors la biologie de synthèse, sans du tout faire un rappel trop fatigant, mais c'est cette volonté récente qui a réémergé, si vous voulez, au tournant des années 2000, de fabriquer de la vie en laboratoire. C'est une très très vieille histoire qui remonte à Prométhée, qui remonte à Frankenstein. Heureusement, mes collègues récents n'ont pas l'idée d'aller recoudre des bouts de cadavres comme dans le roman de Frankenstein pour le faire. Ils essayent de partir de produits chimiques, on va dire, d'entités purement chimiques.
Et alors, ce qui est très drôle, c'est que la biologie de synthèse s'est donné des objectifs absolument incroyables, parce qu'on imagine bien la rupture existentielle que serait l'apparition d'une forme de vie fabriquée entièrement par l'homme. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, pour un biologiste, toutes les formes de vie qu'on voit, de la bactérie jusqu'au séquoia, elles sont dans le grand arbre du vivant, qui a une origine à peu près unique, il y a 3,8 milliards d'années. Donc, en faire une deuxième, ce serait quelque chose d'absolument incroyable comme réalisation. Et donc ils ont proclamé beaucoup de choses au début des années 2000. Bon, ça patine un petit peu. On est en 2019, ça commence un peu à tarder. Et ils ont un peu plus tard repeint ça de manière un peu ludique en parlant de do-it-yourself biology ou biologie de garage. Et la biologie de garage, c'est vraiment l'imaginaire de Bill Gates, quoi. Bill Gates fabrique son ordinateur dans son garage, selon la légende de Microsoft. C'est peut-être vrai d'ailleurs, j'étais pas là, mais enfin bon, c'est vraiment complaisamment relayé dans toutes les biographies de Bill Gates. Et donc il y a l'idée qu'on pourrait être des petits biologistes dans son garage pour faire des choses géniales ou évidemment des choses monstrueuses ou des choses inquiétantes parce que on n'aurait pas les vérifications, les régulations de la recherche académique ou médicale. Voilà, donc c'est ça la biologie de garage. Voilà, c'était ça qui m'avait intéressé et que je l'ai mis dans le livre à un endroit. Justement, quand je vais visiter la biologiste Tatiana qui habite à Newcastle, elle me reçoit dans son laboratoire où elle fabrique ses chimères. Elle m'ouvre un incubateur. Je vois ces petits vétricules qui ressemblent pas à grand chose. Bon, c'était pas si impressionnant que ça. Et tout d'un coup, quelqu'un frappe à la porte. Et c'est un garçon avec une grosse barbe de hipster, crâne rasé, qui nous dit, qui lui demande quelque chose, des chaises ou des bancs. Et elle me dit, ah bah regarde, c'est un garçon qui travaille à côté, tu peux aller voir ce qu'il fait. Et donc il a un laboratoire de biologie de garage. Et il me dit, bah voilà, c'est là il a autant de matériel que Tatiana en a dans son laboratoire officiel. Et lui, il est dans une espèce d'arrière-cour et dans une espèce de cave où il fait de la biologie avec les gens qui veulent bien. Et j'avais trouvé ça. Et donc ils ont fabriqué un clone, entre autres, un chat. Ils ont cloné le chat d'une voisine dans le garage, dans la cave. Et voilà. En fait. Je crois que dans ma manière de faire de la littérature, j'aime bien voir comment est-ce qu'on s'approprie les choses, comment est-ce qu'on peut vivre les idées. Et donc, je suis assez touchée par l'idée qu'on fasse les choses par soi-même, qu'on fasse de la musique de garage, c'est soit de la musique, soit des inventions, soit toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire nous, voilà, si on s'y met? Est-ce que là, à nous tous, on pourrait fabriquer quoi, une chimère ou un vibraphone ou je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? J'aime bien essayer de mettre les choses à notre échelle en fait, voilà, des choses un peu théoriques, mais qu'on les réfléchisse vraiment dans notre société. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Et donc cette idée de faire de la biologie de garage, ça m'avait semblé mais vraiment révoltant ou révolutionnaire, je sais pas exactement, mais vraiment incroyable. Réciproquement, si je peux faire une remarque là-dessus, c'est que en tant que biologiste et puis quelqu'un à titre personnel attentif à la littérature, j'ai même commis un roman il y a quelques années. Ce que je vois aussi, c'est que ces mots-là, ces vocables, sont aussi des constructions narratives. C'est-à-dire que on fabrique ce terme quasiment pour le rendre réel, parce qu'en fait, moi, des ateliers de biologie de garage, j'en ai regardé, j'en ai même animé certains. C'est des noms un peu comme ça à la mode pour parler de TP de biologie qui marchent pas très très bien. Quand à la fin on arrive à peu près à faire un yaourt coloré, on est content. Mais par contre tout le monde phosphore sur l'idée que peut-être on va créer un être super dangereux. Et il y a quelque chose d'assez drôle, une anecdote assez drôle, c'est qu'aux États-Unis, c'est là que ça a été inventé, évidemment, j'ai envie de dire, et tout le monde a eu très peur ou était à la fois fasciné, et le FBI est très décomplexé vis-à-vis de ça. Donc quand il y a des groupes de biologie de garage qui se montent et qui font appel comme ça au public pour venir essayer un peu de biologie, le FBI arrive et au moment de se présenter, voilà, je suis machin, je suis boulanger, je suis machin, je suis réparateur, je viens avec mon gamin pour faire de la biologie de garage. Puis il y a quelqu'un qui dit bah voilà, je suis machin, je suis du FBI et je vous laisse discuter, voilà. Et comme ça tout le monde est à la fois rassuré ou je sais pas s'il faut être rassuré ou effrayé, mais il y a vraiment cette idée que même l'État a peur d'une construction narrative qui est quand même assez largement artificielle, parce que le vivant, si on fait du vivant si on étudie le vivant dans des laboratoires avec des protocoles et des règles assez strictes, c'est peut-être parfois des habitudes un peu vieillottes, mais c'est aussi pour certaines raisons. C'est que le vivant nous surprend toujours. Il faut suer sang et eau pour lui faire exactement ce qu'on attend de lui. On ne publie que les choses qui sont celles qu'on espérait faire la plupart du temps. Mais la plupart du temps, le vivant dérape, buissonne, cherche des choses.
Et ça, il faut avoir des pare-feux pour empêcher que ça ait des conséquences. Mais surtout, c'est aussi des œillères pour pas voir que c'est arrivé. Et pourtant, moi qui suis naturaliste de formation, c'est-à-dire j'aime regarder ce que la nature nous donne à voir, jusqu'à regarder ce qui se passe dans les laboratoires comme une forme de nature un peu particulière. J'aime regarder tout ce qui rate, j'aime regarder tout ce qui échoue, j'aime regarder ce qui n'est pas forcément une réussite. Alors, justement, donnez votre micro à Emmanuel. Justement, sur ce qui dérape, parlons d'Alistair, donc ce fameux homme-chien créé par Tatiana en cachette, donc dans un finalement laboratoire de garage, hein, on pourrait dire ça comme ça. Ce qui est intéressant et ce que vous questionnez, c'est la question de normalité aussi. Voilà une création, quelque chose de pas naturel au départ, une transformation, une transgression qui va grandir aux côtés d'une femme qui est soucieuse de la normalité, et elle va poser une question à un moment donné à Tatiana au téléphone, elle va dire mais est-ce qu'Alistair est normal? Elle m'interroge cette question parce qu'effectivement ce que vous posez vous comme question là à ce moment-là, c'est quoi la normalité? Et comment on se situe par rapport à ça? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est le regard qu'on va tous poser sur lui. Chaque personnage de votre roman qui va rencontrer Alistair va avoir une réaction différente. On a un Mexicain libre, qui n'a pas vraiment de maison, qui adore les chasseurs-cueilleurs, qui trouve que c'est le peuple le plus libre. Et il y a un bel exemple qui, lui, quand il va rencontrer Alistair, va dire « Mais qu'est-ce qu'il a à m'apporter de nouveau ?» Qu'est-ce qu'il a, ce monstre, je crois que c'est le mot qu'il utilise, de nouveau à me dire? Voilà deux questions. La question de la normalité par rapport à Brigitte, qui va voir grandir et qui va aimer Alistair finalement avec ses différences, presque sans s'en rendre compte, mais qui va quand même se dire, mais est-ce qu'il est normal? Et une autre réaction, c'est qu'est-ce que lui, ce monstre, peut m'apporter de nouveau? Oui, donc donc Brigitte vit avec son homme-chien. Elle reçoit bébé, donc au départ, il ressemble plutôt à un chiot. Donc elle n'est pas au courant en fait qu'il s'agit d'un homme-chien au début. Voilà, donc c'est une femme tout à fait normale, comme vous et moi. Et vous parlez pour moi. Donc elle le reçoit au départ comme un petit chiot, et puis il grandit, et en fait elle s'habitue au fur et à mesure. Il change assez vite, mais elle s'habitue assez vite aussi au fait qu'il se transforme. Mais comme quand on vit avec un enfant, en fait, c'est bizarre aussi un enfant qui est tout petit puis qui comme ça grandit si vite. Ça m'a fait un peu cette impression-là, et c'est un peu ce schéma-là que j'avais dans la tête, comment on s'habitue à la croissance d'un enfant, ce qui est déjà un phénomène assez étrange. Mais et aussi cet enfant-là, ce chien-là, il est doublé pour moi d'être une sorte de machine aussi, comme il a été fabriqué en laboratoire. J'y ai mis aussi un peu le sentiment que j'ai quand on me donne un smartphone ou un ordinateur dont j'avais pas du tout besoin avant, et puis qui m'effraie un peu, puis après je m'y habitue, puis après il me réeffraie. Enfin, tout ce rapport qu'on a aux objets scientifiques toujours nouveaux qui nous tombent dessus. Voilà. Et ce qui est pratique avec ce personnage de fiction, en fait, c'est que comme à la fois il est une fabrication de laboratoire, il est humain et il est chien, il est canin. Et ben il est pratique parce qu'à la fois il grandit très vite, par exemple. Donc en 9 mois, il devient un ado et presque un adulte. Donc en même temps, il est humain. Donc elle essaie de lui apprendre, comme s'il était un petit enfant, elle essaie de lui apprendre le langage. Et à la fois, elle a aussi des problèmes de pudeur avec lui. Tout d'un coup, elle se rend compte qu'il le regarde bizarrement quand elle est dans sa baignoire. C'est comme ça qu'elle se rend compte qu'il y a un petit problème, par une question de pudeur. Voilà, donc c'est assez pratique comme personnage de fiction parce que je peux sans arrêt sortir une nouvelle carte. Soit c'est une machine, soit c'est un enfant, soit c'est un grand. Enfin, et puis quoi? Et puis le regard qu'on pose sur lui. Oui, il y aura plein de mots au fil du livre. Tatiana dit ça fait 10 ans qu'elle rêve de créer cet alien. Le Mexicain va dire que c'est un monstre, un phénomène de foire. Plus on avance, on va l'appeler à un moment donné le démon. Vers la fin du livre. Ouais. On a des définitions différentes, on a un regard différent. Et puis quand on va sortir de l'appartement, où vous dites finalement, bon, il y a un peu la pudeur, où elle se rend compte que c'est différent, mais tout va bien. Mais quand on se met à sortir avec lui, quand il grandit, on va se mettre à le cacher. Oui. Oui. Bah oui, là, tous ces aspects. Ouais, mais pour moi, quand même, il représente vraiment la technique.
Ouais, le trouble qu'on a avec les objets techniques et le fait qu'ils sont à la fois familiers, très familiers quand on a un smartphone. Enfin, moi, ça fait pas très longtemps que j'en ai un. J'ai beaucoup résisté je savais que ça serait que ce serait fort entre lui et moi. J'ai beaucoup attendu avant de l'accepter qu'il vienne. Et maintenant que je l'ai, je me rends compte à quel point c'est intime le rapport qu'on a avec un smartphone, et à la fois c'est aussi complètement destructeur. Enfin, je sais pas, c'est à la fois formidable et destructeur de temps. Enfin, on sait que c'est destructeur aussi du point de vue de la nature, du point de vue de notre cerveau. Enfin, ça a des quantités de défauts. Et en même temps, on a aussi une relation hyper intime et... Sauf qu'un smartphone, on ne le cache pas quand on sort, sauf qu'un smartphone n'est peut-être pas si proche du vivant. Parce que cette chimère est certes créée en laboratoire, il y a cette question finalement du vivant qu'on pourrait se poser par rapport à lui. Malgré tout, le smartphone, bien qu'il ait l'air comme ça sympathique, si on réfléchit bien à ce qu'il est, c'est franchement un monstre aussi, en fait. Moi, quand je vois l'humanité dans le métro, l'humanité en train de ne pas lire un livre, mais de jouer à, je sais pas quoi, à Candy Crush ou à je ne sais quel jeu, mais je me dis, mais quelle horreur, quoi, quelle vision de l'humanité. Pour moi, c'est un côté monstrueux aussi. Et en fait, c'est tout ça. Je pense que dans Alistair, qui est un personnage avec lequel cette Brigitte a une relation assez forte et intime, dans ce personnage-là, il y a en même temps le côté monstrueux du rapport qu'on a avec les objets techniques qui ont réussi à faire croire qu'ils ne sont plus des objets techniques, mais quelque chose de notre écosystème sympathique, quoi. Voilà. Alors, donc je repars sur l'idée de machine. Dans mon livre, j'ai un chapitre qui s'appelle Loin des machines, parce que c'est un chapitre qui me tenait à cœur, parce que en fait, je suis enseignant dans une école à Paris qui s'appelle AgroParisTech, l'ancien Institut national agronomique de Paris-Grignon, et qui se définit comme une école d'ingénierie du vivant. Et cette idée qu'on puisse faire de l'ingénierie du vivant comme on peut faire l'ingénierie de n'importe quelle machine, c'est à la fois une notion très banale pour nous et qui, pour moi, pourtant, pose énormément de questions. Et pourquoi ? Parce que c'est depuis au moins Descartes, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, on vit avec cette idée qu'il est possible de définir le vivant comme des petites machines de précision. Avec Darwin, on a réussi à imaginer une modalité par laquelle c'était possible sans faire appel à un concepteur omniscient qui les fabriquerait, mais avec la force de l'évolution, on a une dynamique qui permet d'expliquer comment ces machines, ces supposées machines sont constituées. Et pourtant, pour moi, regarder le vivant comme des petites machines de précision, c'est extrêmement limité et c'est confondre. Enfin, il y a des points d'accord, il y a des points de comparaison, mais c'est confondre deux choses en fait. C'est le machinisme et le mécanisme. Le mécanisme, c'est le fait que le vivant obéit aux lois de la mécanique universelle, c'est évident. Mais par exemple, si vous mettez une machine, un smartphone sur cette table et que vous revenez dans 30 ans, ce sera à peu près les mêmes atomes qui constitueront ce téléphone. Le vivant, il se transforme en permanence, j'insiste sur cette notion de transformation, il se transforme énergétiquement, il se transforme matériellement. Nous-mêmes, en sortant de cette discussion, on sera plus les mêmes, y compris matériellement. C'est-à-dire, on aura perdu des cellules, on aura pris de la matière de l'univers, elle nous aura un peu transformés, on se sera co-transformés les uns les autres. Et c'est une manière de rester soi-même en étant toujours en train de changer. Et cette identité de chaque vivant, c'est une identité dynamique qui est différente de l'identité des machines. Et je pense que les biologistes, je le dis parce qu'on peut peut-être en avoir tous la conscience intuitive, mais les biologistes l'oublient parfois énormément. C'est-à-dire qu'ils veulent fabriquer des petits êtres fantastiquement productifs. On vous promet toutes sortes de dépollution, de production de médicaments grâce à des vivants, grâce à des bactéries, grâce à des levures. Mais ils oublient que ce sont des petits êtres très particuliers qui, quand on leur aura greffé tel ou tel gène qui leur permettront de faire tel produit miraculeux, ils finiront par se l'échanger, par le corrompre, par le diluer, par le transformer, et on devra en gérer aussi les conséquences. Et donc, je pense qu'il faut faire attention dans la métaphore du vivant-machine, outre qu'en plus elle pose plein de problèmes avec l'animal-machine, parce que ça semble légitimer le fait qu'on considère pas la sensibilité des animaux et tout, qui est une autre question très très importante. Mais même si on laisse ça de côté, dans la métaphore du vivant-machine, il y a quelque chose qui veut absolument faire rentrer
le vivant au chausse-pied dans le concept de la machine et qui nous fait oublier que pour faire des machines régulières, on passe beaucoup d'énergie pour éliminer tout ce qui est un peu à la marge. Or, le vivant n'existe que parce qu'il génère en permanence des marges, en fait. Alors c'est intéressant. Ça m'oblige à aller un peu plus loin dans la définition d'Alistair, parce qu'en effet, il est tout à fait vivant, il vit sa vie de manière indépendante. Alors, c'est pas lui qui est une machine, c'est le rapport de Brigitte à son animal, à son homme animal, qui est le même rapport qu'on pourrait avoir avec une machine. Mais en plus, les machines comme Internet ou les smartphones, par exemple, c'est des machines qui nous apportent des choses. Enfin, c'est pas juste des choses c'est pas des objets dont on se sert, c'est pas un mixeur, quoi, Internet. C'est une interaction, voilà, c'est plutôt de cet ordre-là, quoi. Oui, voilà. Il peut se servir de nous un petit peu aussi, ouais. Alors il y a Alistair dans votre livre, Emmanuel Pereire, mais allons plus loin parce que il y a certes cette création de Chimère, cet homme-chien qu'on va suivre, mais il y a d'autres choses. Et votre livre aussi, par rapport à la norme et à la différence et aux frontières, questionne d'autres façons de vivre et d'autres façons d'être. Je pense à ce personnage de Wendy qui est manouche et qui du coup a une vision de la vie un peu différente de votre narratrice et qui va demander à la narratrice d'écrire à Dieu. Voilà, elles vont se rencontrer. Wendy a décidé qu'elle voulait sauver les Européens parce que c'est un peu... elle pense avoir une connaissance ou en tout cas un rapport avec Dieu qui peut permettre de sauver les Européens dans leur travers, justement, peut-être dont on vient de parler. Et Wendy va se retrouver renvoyée de la France. Ça m'intéresse aussi parce que on va pas, ça sera un peu long de raconter, mais elle va se retrouver dans un contexte qui fait qu'on va la renvoyer à Timisoara, qui n'est pas du tout son pays, mais on va la confondre avec d'autres et la renvoyer. On pense à beaucoup de renvois qui se font. C'est la société d'aujourd'hui et finalement, ça renvoyait là encore, comme Alistair, à la différence au final, à la normalité, à la différence. À un moment donné, on décide qu'un tel a le droit ou pas de vivre de telle manière à tel endroit. C'est ça aussi que votre livre questionne. Oui. Alors, comme j'ai travaillé sur les OGM, je me suis dit qu'il fallait prendre les choses au niveau européen. Et réfléchissant aux questions européennes, je suis tombée sur le fait que le peuple manouche, ou tzigane, disons, était le premier peuple européen, était en fait un modèle pour nous, devrait être un modèle pour nous de manière de vivre à l'échelle européenne déjà, puisque depuis bien longtemps, les frontières pour ce peuple n'ont pas beaucoup d'importance. En fait, ils traversent les frontières sans même savoir bien dans quel pays ils sont, enfin où ils étaient en tout cas à une certaine époque. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait un personnage de manouche dans ce livre. Donc du coup, j'ai lu beaucoup de choses sur ce sujet-là et c'était d'ailleurs des lectures vraiment très enthousiasmantes à chaque fois. Et donc aussi sur les distinctions, par exemple, entre les tziganes, les gens du voyage qui sont qu'on peut appeler tziganes ou gitans. Vraiment, il y a toute une sorte d'appellation. Il y a plusieurs groupes. Et donc ceux qui vivent en France depuis longtemps, qui s'appellent eux-mêmes les voyageurs. Et puis il y a les Roms. Alors les Roms qui viennent de Roumanie et qui dorment dans des voitures ou qui repartent souvent parce qu'on les repousse. Et voilà, il y a un moment où Wendy, qui est manouche et qui est là depuis des générations en France, en fait, qui est française, elle se retrouve dans un groupe de Roms, elle se retrouve envoyée en Roumanie avec des Roumains, des Roms roumains, alors qu'elle n'a rien à faire avec eux. Donc bon. Et en même temps, il y a aussi l'appellation. Bon, c'est pour faire un peu d'histoire des peuples, mais il y a aussi l'appellation Rome, en fait, avec deux R, souvent, concerne l'ensemble de tous ces peuples-là. Donc il y a les Roms de Roumanie, qui sont un sous-groupe du grand groupe des Roms, qui regrouperait tous les tziganes ou gitans. Alors les gitans, c'est plutôt en Espagne, voilà, tous les voyageurs, disons, dans toute l'Europe. C'était un peu compliqué. Et quelle était la question ? Ma question, c'était finalement la question de la différence. Ce que vous questionnez, c'est notre société d'aujourd'hui qui a bien du mal avec la différence, avec les différences. Parce que il y a celle-là, il y a la question homme-femme, il y a la question de la chimère, il y a la question rationnelle, irrationnelle. C'est toutes ces frontières
que Oui, vous oui. mettez en avant et que vous questionnez. Oui, ça m'intéressait avec ce personnage en fait de repenser nos modes de pensée occidentaux habituels. Et elle vit déjà beaucoup plus proche de la nature que nous. Et puis elle se dit, alors ça c'est des choses aussi qui m'ont fait beaucoup rire quand j'ai lu des articles ou des livres sur les tziganes, les manouches. Elle se dit qu'il faut qu'elle nous aide. Et nous, elle nous appelle donc comme en général ils le font. Elle nous appelle les gadgets. Ou bien aussi les paysans. Alors je suis tombée sur cette chose qui m'a fait beaucoup rire, qui est que puisqu'ils sont des voyageurs, nous qui ne sommes pas des voyageurs, nous sommes des sédentaires et donc des paysans. Alors ça, je trouvais ça très très drôle d'imaginer que moi qui vis à Lyon, je suis une paysanne. En plus, mes grands-parents étaient vraiment des paysans, donc ça m'amusait de penser qu'on est des paysans de Paris ou des paysans de Bruxelles, des paysans de la Commission européenne, etc. Et donc elle aimerait nous aider parce qu'elle trouve qu'on est vraiment mal en point. Et c'est des choses que j'ai lues, que j'ai remises dans le livre parce qu'elles m'ont bien plu. C'est le fait d'inverser les valeurs, c'est-à-dire que ces peuples qui sont de manière générale détestés, les Roms, les gens du voyage, ces gens qui vivent dans des campings, qui bougent, etc. On ne sait jamais trop ce qu'ils font. Ils sont pas vraiment un statut de citoyen qui est exactement le même que les autres. Donc en général, on ne les aime pas. On les trouve sales, on leur trouve tout un tas de défauts, et eux-mêmes, en fait, ils ont exactement les catégorisations inverses. Quand on se penche un peu sur la question, ils trouvent qu'on est désordonné, méchant, sale, qu'on a tout un tas de défauts énormes, et donc elle décide de nous aider, mais comme d'habitude, puisque c'est nous les dominants quand même, on veut l'aider. Elle a tout un tas de problèmes pour nous. Enfin, chaque fois que quelqu'un va dans le camp gitan pour leur rendre visite, c'est plutôt parce que, par exemple, c'est une assistante sociale qui souhaite les aider. Donc, quand elle, ce personnage qui vit dans le camp, voudrait aider l'assistante sociale, ça marche pas. Donc, c'est bon, voilà. Je voudrais qu'on finisse sur la question de l'éthique, parce que quand on pose la question de transgression, de création d'une chimère en laboratoire, quand on pose la question sur le vivant, comme vous le faites, Thomas Ims, après je vous laisserai la parole, il y a la question de l'éthique, et ça vous l'abordez dans le dernier chapitre de votre livre. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait justement de la question de l'éthique? Oui, merci de me le rappeler, parce que je m'aperçois que après avoir dit que oui, on pouvait faire des chimères, ou quoi, je voudrais pas avoir donné l'impression que j'étais le savant fou qui avait pas de borne. Au contraire, je pense que c'est pas parce qu'on décrit un vivant sans frontières qu'il faut ne pas s'en mettre. Je pense que la première éthique la première conséquence éthique que peut avoir ma proposition de description de ce qu'est la vie sur le plan biologique, c'est une forme d'humilité fondamentale. Et à la fois, il faut ne jamais oublier que ce qui est original dans le vivant, c'est pas qu'ils reproduisent des mécanismes précis, parce que ça, des machines y parviennent, mais c'est surtout qu'ils soient très créatifs, très déroutants, très résilient, y compris dans sa dimension de fragilité. Donc c'est un peu surprenant. Et puis à la fois, il faut jamais oublier qu'il peut en permanence déjouer nos plans et nos prévisions. Et du coup, les conséquences, les conséquences pratiques que ce que je décris dans le livre ont pour principal effet de remettre en cause la marchandisation du vivant telle qu'elle est conçue, telle qu'elle est permise par notre droit, par exemple. Mais quand on pense aussi à un vivant sans frontières, ça peut poser pas mal de questions éthiques en cascade, parce que les frontières, on peut en avoir peur, elles peuvent être cruelles. On voit bien aujourd'hui à quel point des gens meurent pour passer des frontières, et ça suscite évidemment notre compassion. Mais les frontières, ça peut aussi protéger des faibles dans certains contextes. Et donc, il faut faire attention quand on veut bousculer des frontières. Il faut pas se transformer en ultralibéral de la pensée. Oui. En tout cas, c'est pas ma formation d'esprit. Et puis, si je pouvais rajouter une autre conséquence, c'est que quand on admet que le vivant, c'est ce qui s'échappe, c'est pas ce qui est prévisible. Il faut admettre que toutes les catégories sur lesquelles qu'on fabrique à l'intérieur du vivant, elles sont questionnables.
Et du coup, ça donne un peu de matière et de documentation à tous les travaux sur le genre, par exemple, sur les distinctions extrêmement rigides qu'il peut y avoir entre les sexes. On sait même que on vit tous avec l'idée que quoi qu'on pense de l'existence des genres, au moins on peut être sûr qu'il y a 2 sexes biologiques. Ben, même ça, c'est pas si clair en fait. Et quand on interroge des biologistes, on s'aperçoit qu'on peut trouver beaucoup de définitions de ce que sont des sexes biologiques. En gros, c'est un livre, c'est une réflexion qui va dans le sens d'une grande tendance actuelle qui est de questionner les binarités, quoi, les schémas bien caractérisés. Ça, je pense que ça a des conséquences éthiques importantes. Ça va être la matière de mon prochain livre, parce que ça commençait à résonner chez moi, cette histoire de genre. Enfin, surtout, c'est toujours les enfants hein, qui se demandent maintenant s'ils sont des filles ou des garçons, maintenant qu'ils ont un peu grandi. Et beaucoup les étudiants que je croise, en fait, qui sont tous très en train de réfléchir de manière, en rapport avec leur vie aussi, sur le genre. J'en parlais avec Sylvain Pathieu qui était là juste avant parce qu'on est ensemble, on enseigne ensemble au même endroit en fait à Paris 8 dans un master de création littéraire. Et les étudiants ont récemment envoyé un mail assez virulent sur le fait qu'ils étaient féministes et qu'ils voulaient écrire en écriture inclusive dans leurs textes littéraires. Voilà. Et ils ont fait une sorte de manifeste assez violent, alors qu'on est hyper tolérant comme enseignant, vraiment ouvert. C'est vraiment l'endroit où tout le monde est ouvert à tout. Enfin voilà, on est vraiment absolument ouvert. Et eux, ils ont ressenti la nécessité de nous demander ça d'une manière assez agressive. Et donc Sylvain Pathieu était très un peu interloqué par ça. Moi, ça m'a aussi beaucoup questionné. Enfin, c'est une discussion qu'on doit poursuivre. Mais en ce moment, je sens vraiment ça chez les jeunes, cette question de genre, qui se traduit en littérature par la question d'écriture inclusive. Mais et en fait, quand j'aborde, je sens que c'est quelque chose dont j'aimerais parler dans mon prochain livre, parce que c'est quelque chose que je comprends pas, de même que j'avais cette question de chimère auparavant. Et ce que tu as décrit dans ton livre sur en comparant cette question de genre fluide avec la fluidité du vivant ou non vivant, j'ai l'impression que ça peut me donner une clé pour l'aborder sans être trop le nez dans l'affaire, quoi, dans l'affaire elle-même, une sorte de manière d'être à distance. Alors, je dois dire que j'étais assez exaltée, surtout que du coup de 8h30 du matin, là, tout à l'heure, dans le train. En un mot, puis après, je crois qu'il y a une question dans la salle. Non, mais on peut... 2 mots. Oui. Non, mais j'avais dit ce que je voulais dire sur le genre. S'il y a des questions, peut-être autant. Oui, parce qu'en plus, on a débordé un petit peu. Il y a Merci, en tout cas. 2 ou 3 questions dans la salle, si vous voulez réagir par rapport à ce qui a été dit. Alors, il y a beaucoup de choses. On a ouvert pas mal de portes aussi. Monsieur. Ah, madame, d'abord. Je sais pas, je vois pas... Bonjour, merci pour votre intervention à tous les deux qui était très intéressante. Moi, je m'interroge, vous appuyez des sujets qui sont très sensibles, qui sont vraiment d'actualité. Et comment avez-vous abordé le voyage émotionnel auquel vous invitez votre lecteur à tous les deux sur ces questions ? Est-ce que vous aviez un but dès le départ par rapport aux émotions que vous alliez susciter en lui, et vers quoi vouliez-vous l'amener ? On ne sait jamais trop ce que ça donne. Hein. Moi, les questions que j'aborde, dont Chimère, c'est des questions qui m'effraient, en fait. Donc moi-même, je suis assez émotionnellement prise par ces sujets biologiques. Et je mets longtemps à travailler ces matières jusqu'à ce qu'elles deviennent légères et qu'elles m'amusent. Donc ça ressemble plutôt à une comédie, c'est plutôt drôle, alors que c'est des questions qui me semblent très inquiétantes. Voilà. Alors, du coup, chez les lecteurs, ça fait plutôt rire, mais j'ai quelques amis, donc un ami géographe en particulier, qui a refermé le livre en disant « mais c'est horrible ». Alors, c'était pas la majorité. Bon, je sais pas. Pour moi, c'est plutôt... Alors, on sait pas en fait ce que ça donne. Hein. Le voyage émotionnel, chez chacun le sien. Ouais, c'est une très belle question, pas facile à répondre quand on a écrit un essai de bio. Enfin, on n'est pas forcément
pas forcément des choses simples à dire, mais par contre, ce que je peux essayer de vous répondre, c'est que comme je questionne les limites de la vie et je fais notamment appel à une partie de ma bibliographie, c'est de la science-fiction. Enfin, il y a de la science, il y a une bibliographie avec des articles très sérieux, mais au milieu de ces articles très sérieux, il y a beaucoup de livres de science-fiction que moi-même je prends très au sérieux, parce que quand on se met à imaginer les frontières de ce que peut être la vie, il faut imaginer qu'on vit dans un univers pas infini, peut-être pas infini, mais aussi grand qu'on puisse imaginer quelque chose de grand, dans lequel il peut y avoir quasiment une infinité d'expérimentations qui se font dans plein de planètes. Et donc du coup, la force de se sentir tout petit dans l'immensité des possibilités de l'univers, c'est quelque chose auquel j'ai voulu communiquer. Alors je sais pas si c'est un voyage émotionnel, mais en même temps que je vous réponds, je pense que oui, un petit peu, parce que si on se place dans l'idée qu'on a tout compris au vivant et qu'il reste plus qu'à visser des boulons dans des parties qu'on aurait toutes comprises les unes avec les autres, on n'est pas dans la même disposition mentale, y compris pour faire de la science, on n'est pas dans la même disposition mentale que si on se dit mais tiens, je me suis jamais demandé si des galaxies pouvaient être vivantes, ou je me suis jamais demandé si des quarks pouvaient être vivants. Et ça, c'est des questions que certains scientifiques, un peu en dehors du courant principal, se posent sérieusement. Et ça, moi, ça me bouleverse d'une certaine manière de voir qu'il y a j'ai des collègues à moi, astrophysiciens, qui écrivent sérieusement, tiens, et si on se demandait si les galaxies pouvaient être vivantes dans quelques centaines de milliards d'années. Ça crée en moi quelque chose de l'ordre du trouble aussi, mais qui résonne aussi avec des questions existentielles. Là, on quitte les rivages de la science et on se sent partager des choses qui est, qu'est-ce qui se passe quand on est émerveillé devant un ciel étoilé, hein. C'est aussi ça qui est en jeu, quoi. La dernière question peut-être qui est là juste pour... Ah, alors, 2 dernières questions, on va déborder un tout petit peu, mais rapidement les réponses. Ah non, je regarde une question. Voilà. Jeune homme. Juste avant de vous donner la parole, j'ai oublié de dire que quand même, parce que c'est important par rapport à votre question, mademoiselle, c'est que sur les émotions, c'est aussi deux livres d'une grande liberté aussi. Vous questionnez beaucoup de choses, et je dis ça parce que vous citez beaucoup de fiction ou de romans, Thomas Himes, et vous citez Frankenstein, et vous dites que c'est un livre d'une très grande liberté. Voilà, et je pense que vous abordez aussi ces questions-là, monsieur. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, je voulais vous questionner, mais ça a déjà été largement abordé, sur la notion de limite philosophique, scientifique. Est-ce qu'il y a vraiment une boîte de Pandore qui existe et qu'il faudrait jamais ouvrir ? Et ouais, vraiment avoir votre avis là-dessus. Je pense qu'on a une époque où on se questionne vachement là-dessus parce qu'on a peut-être vu une face aussi d'un monde un peu illimité et donc on se fait peur, on aimerait se remettre des limites, et parfois c'est assez effrayant à l'inverse aussi. Et ça va avec tout un tas de mots qu'on a évoqués, frontières, etc. Enfin, barrières, limites, qui vont un peu contre un espèce de progressisme qu'on pensait. Et donc voilà, et quand je vous entends dire finalement le vivant c'est une transformation continue, est-ce que vous pourriez me dire voilà, faut dédramatiser et finalement voilà la notion de limite. En fait, évidemment le vivant c'est une forme de transformation continue, mais dans lequel il y a beaucoup de tentatives et beaucoup de choses qui échouent, hein. Donc en fait, si vous voulez, quand on parle de limite, il y a à peu près 2 définitions. Il y a la définition de la ligne du bout d'arrivée du 100 mètres. On va franchir cette limite. Puis en maths, il y a une notion de limite qui est quelque chose qu'on n'atteint jamais, en fait. C'est comme un horizon. L'horizon, c'est une limite, et pourtant on l'atteint jamais. Et donc en fonction de la manière du sens qu'on donne au mot limite, évidemment, il y a 2 univers différents qui s'ouvrent, parce qu'il y a celle qu'on va absolument vouloir franchir. Mais ça, il y a quelque chose de très humain dans l'idée de ne pas accepter une frontière. Voilà, on va sur une autre planète, on espère aller dans d'autres. Donc il y a quelque chose d'anthropologique, j'ai envie de dire. Et enfin moi, je mentirais si je disais que la conquête spatiale, ça me fascine pas. Et pourtant, je vois bien de plus en plus, en grandissant peut-être. Enfin, je reste un fan de films de science-fiction, mais en grandissant, je vois aussi, par exemple, toutes les considérants socio-économiques qu'il y a pour mettre en œuvre cette conquête spatiale et tout ce que ça pourrait avoir comme répercussion sur la société. Est-ce que tout le monde pourrait y avoir droit ? Est-ce que ça crée pas des sociétés à 2 vitesses ? Et donc, le scientifique comme moi
bon, il a la chance de pouvoir écrire sur 200 pages des choses sur la question de bouleverser les limites, mais il travaille quand même dans un espace de limites, c'est-à-dire il fait pas tout ce qu'il veut, il discute avec la société. Alors certains le font plus ou moins sérieusement, mais moi je considère qu'étant rémunéré par la société, puis même étant symboliquement rémunéré par la société, en plus concrètement rémunéré par la société, ben, je peux faire des recherches, mais il y a des moments, même si ça me paraît injuste, je peux imaginer que la société me dise stop à certaines de mes recherches. Ça peut être dur à avaler, mais ça veut dire aussi qu'il y a un moment, enfin en ce moment il y a des lois de bioéthique qui sont discutées, et c'est évident qu'on va les accepter, ces lois, en tant que chercheur. On va ne pas aller au-delà d'une certaine limite, et pourtant des fois cette limite elle est franchie, par exemple la recherche sur les cellules souches, vous pouvez en faire beaucoup plus de l'autre côté de la Manche, vous pouvez faire des embryons chimériques, vous pouvez pas les faire en France. Bon. Ben ça, moi je fais ma petite cuisine avec ça, avec ce que j'ai envie de transgresser, avec ce que j'ai envie d'accepter, avec mon cadre de vie, mais je pense pas que y ait une éthique fondamentale qui serait de en permanence vouloir transgresser toutes les limites sans se questionner. Je pense que il faut mesurer les conséquences de ce qu'on fait quand on transgresse une limite. Et une partie du propos de mon livre, c'est justement de dire à tous ces gens qui sont obsédés par l'idée de transgresser la limite fondamentale qui est le non-vivant et le non-vivant, c'est de dire, est-ce que vous êtes vraiment sûr que cette barrière existe ? Est-ce qu'on ne pourrait pas la faire tomber par la rationalité pour nuancer et relativiser toutes ces entreprises ? Je suis désolée, on a dépassé. Je crois qu'Emmanuel n'avait pas forcément de. Voilà. Désolée, on a dépassé largement l'heure qu'on avait. Infravis aux éditions du Seuil et de Thomas Hims et Chimère, Emmanuel Pirer aux éditions de l'Olivier. Les 2 livres sont là, les auteurs sont ici au salon. Merci beaucoup.